Bonsoir et bienvenue pour ce dernier plateau de notre Mediapart Live qui est consacré ce soir à la psychiatrie française et à la crise que traverse la psychiatrie française en particulier. Avec nous ce soir, Mathieu Bellassem, vous êtes psychiatre en banlieue parisienne et un militant de la cause des soignants et des soignés. Et Jennifer Boudère, vous êtes infirmière au Havre, en lutte au printemps et depuis un certain temps. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Michel Lorca, vous êtes également psychiatre, chef de pôle à Créteil, auteur de... À Clermont-Ferrand. Pardon, à Clermont-Ferrand, je me suis trompée dans mes notes, et auteur de Psychiatrie, l'état d'urgence, que vous venez de publier avec Marion Leboyer. Et Anne Ostrovsky, ça s'est tombé, merci, infirmière en psychiatrie à Amiens, mobilisée dans le collectif Pinel en lutte, qui également est mobilisé depuis plusieurs mois autour de la défense de votre hôpital psychiatrique. Alors un peu partout en France, effectivement depuis ce printemps, des soignants se mobilisent, vous pouvez le voir sur la carte qui s'affiche sur votre écran, un peu partout, à Niort, au Havre, à Vierzon, à Rouvray, à Amiens évidemment, souvent de manière spectaculaire pour dénoncer leurs conditions de travail et la piètre qualité du soin qu'ils peuvent délivrer à leurs patients. Les psychiatres ne sont plus assez nombreux et on a le sentiment que ceux qui restent n'ont qu'une seule envie, c'est de quitter l'hôpital public. Les patients ne sont pas en reste puisqu'ils dénoncent depuis fort longtemps à la fois l'indignité de leur prise en charge et la stigmatisation qu'ils subissent, ainsi que la violence parfois institutionnelle qu'ils peuvent endurer. Et malgré un plan santé qui a été annoncé récemment par Agnès Buzyn et par le président de la République lui-même, la colère semble gronder et monter dans la psychiatrie française. Alors, Anne Ostrovsky, je vais commencer par vous. Vous venez donc d'Amiens, vous êtes infirmière et vous êtes mobilisée dans le collectif Pinel en lutte. Tout à fait. Un hôpital qui souffre à la fois de désertion médicale, mais aussi de suroccupation chronique. Est-ce que vous pouvez nous décrire déjà vos conditions de travail et nous expliquer quelles sont vos revendications ? Alors, les conditions de travail se dégradent depuis maintenant plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Nous avons effectivement, comme vous l'avez dit très justement, une désertion médicale. Sur les 2 dernières années, nous avons eu 12 praticiens hospitaliers qui ont quitté l'établissement. D'accord. Sur les 6 derniers mois, nous en avons 4 qui sont partis et 4 qui sont prévus pour partir d'ici quelques mois. Ça veut dire qu'il reste combien de médecins à l'hôpital ? Beaucoup trop peu. Beaucoup trop peu. On est à... il va nous rester, y compris psychiatrie adulte, pédopsychiatrie, nous serons à 30 PH, alors qu'il en faudrait 70. D'accord. En termes de suroccupation, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les malades ? Alors concrètement, c'est que nos services hospitaliers sont construits pour accueillir de façon pérenne 20 patients. Plus nous avons 2 chambres, ce qu'on appelle des chambres d'isolement pour des isolements ponctuels dans le cadre des prises en charge aiguës. Actuellement, nos 2 chambres d'isolement sont prises en permanence, elles sont occupées en permanence, et notamment parfois par des patients qui ne nécessitent plus ces mesures d'isolement, mais qu'on ne peut plus sortir sur un lit dit en chambre normale. Parce que le lit est occupé. Parce que le lit est occupé, et en sachant que dans les chambres normales, au lieu d'avoir 20 patients, nous tournons régulièrement à 24 patients, ce qui nous fait une très grande promiscuité. Alors, Jennifer Boudère, vous êtes également infirmière en psychiatrie, vous êtes syndicaliste CGT et vous étiez l'une des perchées du Havre. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un perché, ce sont ces soignants dont on a beaucoup parlé. On va voir des images à l'écran. Avec 6 autres collègues, vous êtes montés sur le toit de votre hôpital, refusant d'en descendre tant que vos revendications n'étaient pas satisfaites, à savoir notamment la création, je crois, de 35 postes supplémentaires. Est-ce que l'agence régionale de santé, qui est la tutelle des hôpitaux, qui vous avait promis ces postes, est-ce qu'elle a tenu ses promesses ? Alors en fait, le problème, il est là, c'est que c'est pas l'agence régionale de santé qui nous a promis ces postes, parce qu'en fait, l'agence régionale de santé n'a jamais daigné nous répondre. On est monté sur le toit avec la volonté et la demande que Madame Gardel, donc directrice de l'ARS de Normandie, vienne nous voir et vienne constater, en fait, simplement les conditions d'accueil et de travail sur le groupe Pierre Janet. Et en fait, on n'a jamais eu de réponse ni de signe de vie, en fait, de
de la part de l'ARS. On nous a toujours répondu que c'était notre directeur donc du GHH, un groupe hospitalier du Havre, qui était le premier interlocuteur. Donc c'est Monsieur Trelka, notre directeur général, qui, dans les négociations, a acté le fait d'embauche pérenne de 34,3 postes. Le problème aujourd'hui qui se pose, donc on est descendu le 11 juillet de notre toit avec cette signature de protocole, et aujourd'hui encore, les postes sont là, mais pas budgétés par l'ARS. Il n'y a aucune... C'est-à-dire que les postes sont pris sur le déficit de l'hôpital du Havre. C'est ce qu'ils nous ont dit, clairement, parce qu'on est en déficit de toute manière. Mais voilà, les 34,3 postes ont été pris sur le déficit de l'hôpital. Donc ils ne sont pas financés de manière... Ils ne sont absolument pas supplémentaires. Absolument pas. On n'a à ce jour aucune réponse de l'Agence régionale de la santé. Est-ce qu'il est possible que vous... dans la pire des situations, remontiez sur le toit, à minima, que vous repreniez la mobilisation? Il est fort possible qu'on reprenne une mobilisation. De là à monter sur le toit, je pense qu'on trouvera sûrement d'autres solutions parce qu'on y a tous laissé des plumes, que ce soit nous, nos familles. Voilà, on a été 16 jours H24 à gérer la situation sur le toit et effectivement, c'est pas et puis c'est pas entendable. Enfin, à un moment donné, nous, ce qu'on se dit, c'est que c'est quand même incroyable de devoir en arriver là, alors qu'on se bat pour la prise en charge de personnes, de soignants et de familles au plus large. Et voilà. De la même manière qu'à Amiens, est-ce que vous pouvez nous décrire les conditions d'accueil des patients dans votre hôpital au Havre? Ah oui, je vais vous les décrire. C'est des accueils de patients sur des matelas au sol, sur des matelas dans des placards, doublés des chambres seules, triplés des chambres doubles, manque de matériel, et donc forcément une suroccupation de l'institution. On a en fait, si vous voulez, normalement, donc simplement sur l'hospitalisation, donc le centre Pierre-Janet, vraiment la psychiatrie pure, on a un capacitaire de 185 lits environ. Oui. Et on dépasse toujours, depuis des années, on arrive à des 230, 240. Il faut savoir que depuis 2012, nous, au Havre, on a eu 2 secteurs de psychiatrie adulte rattachés. Et donc des hospitalisations qui se sont multipliées à moyens constants, que ce soit en matériel ou en personnel. Et donc aujourd'hui, pour parler des urgences, parce que c'est le service le plus critique, c'est une catastrophe. On est tous les jours à avoir peur pour nos collègues, parce que pour un capacitaire de 5 lits aux urgences, on arrive des fois à 18 patients. Donc, ce qui crée des conditions pour tout le monde qui sont, j'imagine, insoutenables, que ce soit pour le patient, que ce soit pour les soignants. C'est comme, si vous voulez, prendre une bouteille d'1 litre et vouloir absolument y mettre 2 litres ou 3 litres. C'est pas possible. Peut-être une dernière question pour déjà avoir un peu un panorama de la situation. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur vos collègues du Rouvray? Donc on n'est pas très très loin du Havre. C'est ces fameux soignants qui eux ont fait une grève de la faim pour soutenir leurs revendications qui sont à peu près du même ordre. C'est toujours un peu les mêmes tableaux. Où est-ce qu'ils en sont? Il semble qu'ils vont également repartir dans leur mobilisation. Ben oui, malheureusement, voilà, ils ont dû en arriver à faire une grève de la faim pour pouvoir faire avancer les choses. Faut rappeler quand même que Mme Gardel, qui est la même directrice d'ARS, a mis plus de 15 jours à venir les voir et à venir constater sur place, tout en sachant, bien sûr, qu'ils faisaient la grève de la faim et qu'ils étaient dans des conditions plus que précaires. Aujourd'hui, oui, ils vont rentrer en lutte à nouveau, parce que le protocole qui a été signé n'est pas respecté. Petit aparté aussi, pour les collègues du Rouvray, au Havre, ils ont été force de mobilisation. Ils ont réussi à nous aider, nous, les organisations syndicales, à impulser auprès de nos collègues cette volonté
et cette, oui, voilà, cette volonté de sortir de la résignation, de travailler dans ces conditions de travail. Ouais, parce qu'il semble bien que la convergence dont on parle beaucoup dans le monde social a lieu en psychiatrie. Mathieu Bellassem, donc vous êtes psychiatre, vous êtes auteur de La santé mentale vers un bonheur sous contrôle, aux éditions La Fabrique, un livre que nous avions chroniqué sur Mediapart et dont vous pourrez retrouver le lien sur notre site. Vous êtes également membre de la FEDEX, je ne sais pas si je prononce correctement, mais c'est la Fédération des exceptions, un groupe qui regroupe des médecins, des soignés, des soignants, des usagers de la psychiatrie, des universitaires, des artistes, qui veulent réinventer cette relation entre patients et soignants, mais aussi la place des psychiatrisés dans la société française, et bien au-delà, j'imagine. Dans un texte de ce collectif que vous avez publié sur Mediapart, vous dites que quelle que soit l'issue de la lutte, je pense que vous parlez de cette lutte, les choses ont déjà changé pour les professionnels, les patients, les familles, dans le lien les uns avec les autres. Qu'est-ce qui a changé dans ces combats récents ? Et ma question est double parce qu'on a l'impression que les patients n'y jouent pas finalement un très grand rôle, vu de loin. Alors, il y a la question quand même de la psychiatrie est quand même inscrite dans la question politique de la cité. Je crois que ce qui a changé, c'est que la fragmentation du lien social qu'on vit tous dans nos lieux, quel que soit le travail qu'on fait, dans nos espaces de citoyenneté, cette fragmentation-là, elle produit aussi de nouveaux liens entre les gens, des nouvelles circulations. Et alors, ce qui s'est passé, par exemple, par rapport... là, on parlait de la lutte. Ces luttes-là, ce que les collègues ont pu dire, c'est qu'aussi, en instituant des espaces de rencontre avec les patients, avec les familles, etc., ça a changé le lien entre les soignants, les patients, les familles. Et ça a créé du nouveau, du radicalement nouveau, dans le lien que les uns ont pu avoir avec les autres, et au fond, dans comment la psychiatrie peut créer des espaces de rencontre. Alors je crois que ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Dans le même temps, avec des collectifs de soins, alors j'entends par là des soignants, patients, et des gens intéressés, des passants aussi des fois, on avait créé le truc, le terrain de rassemblement pour l'utilité des clubs. Alors vous entendez la question humoristique de la FEDEX, la Fédération des exceptions, le truc, etc. Mais c'est pas rien non plus que la question de la créativité et de l'humour aussi puisse se manifester sur ce fond-là de catastrophe. Parce qu'au fond, voilà, les Shadocks, etc. Parce que je pense que les réinventions, on peut dire, à partir d'un fond démocratique de la psychiatrie, se sont toujours faits sur un fond de catastrophe. La question, c'est comment on peut essayer de transformer ce fond de catastrophe sur un versant où on va pouvoir co-délibérer, co-décider ensemble de ce qu'on veut pour la psychiatrie, mais aussi pour la société. Et je crois que vraiment, ces moments-là sont des moments un peu laboratoires où à la fois, la question, c'est comment faire rentrer la démocratie dans nos institutions. Ça, on peut dire que c'était la question de la psychiatrie communautaire des aliénistes il y a un certain temps. Maintenant, il y a un renversement. C'est comment, à partir de nos lieux, on peut fonder une possibilité de démocratie ensemble. Et j'insiste sur cet ensemble parce qu'il y a aussi comment instituer un autre temps. Là, on voit bien que dans le champ social, en général, on est pressé partout. On a le citron pressé, alors que ce soit dans nos lieux de travail et que ce soit aussi pour les patients qui se font virer de l'hôpital au bout de 3 semaines ou au bout de 2 semaines parce qu'il faut faire tourner les places, etc. Et du coup, comment on repense aussi cette question du temps. Tout à l'heure, on était un comité de rédaction parce qu'on fait un journal avec les patients et puis avec les gens intéressés qui s'appelle Et tout et tout. Et du coup, je leur demandais mais comment je pourrais dire quelque chose là, de ce qu'on fabrique là-dedans. Et il y a des gens qui ont pu dire, ben voilà, au fond, on a le temps qu'il faut. Le temps qu'il faut, ça peut être très court comme ça peut être long. On juge pas là-dessus. Et il y a une question de chaleur humaine. Et je crois que cette question du lien social, qui au fond, ce qui est le percuté le plus par la psychose, par la maladie, par la grande souffrance, c'est celui-là que nous, on doit travailler absolument pour que nos institutions, nos établissements soient hospitaliers. Or, on voit bien que là, il y a une sorte d'utilitarisme économique, d'utilitarisme dans la relation aux autres qui envahit l'ensemble du champ social et qui envahit d'autant plus la psychiatrie. Par exemple, c'est plus important de penser les maladies que de penser les malades. Et derrière le malade, il y a un citoyen. Et c'est cette question-là, je pense, qui est
là, je suis un peu embêté parce qu'il n'y a pas de patients, il n'y a pas de gens qui sont psychiatrisés ou qui sont ex-psychiatrisés. Du coup, je ne vais pas porter leur voix parce que je suis là de ma place. Moi, je suis psychiatre, je suis citoyen, etc. Mais je crois que ce qui est important, c'est qu'ils puissent en dire quelque chose et que cette parole-là, elle existe dans le champ social parce qu'elle a été quand même tue pendant très longtemps, sauf quand la folie, à force de ne pas être entendue, elle se transforme en furie. Et je crois que c'est ça qui est important. J'ai aussi le sentiment, on a aussi le sentiment en voyant ces différentes mobilisations, que c'est des mobilisations d'infirmiers, infirmières. Est-ce que vous, psychiatres, alors votre établissement n'est pas en grève, mais comment ça se fait qu'on voit quand même assez peu de médecins prendre publiquement position pour soutenir ces mouvements, des grands psychiatres de renom, alors vous me donnerez votre avis également, voilà, se mobiliser auprès du personnel dans ce type de conflit. Je pose la question parce qu'en plus j'ai en mémoire le mouvement des EHPAD, où on avait des directeurs, des médecins, des aides-soignants, des familles et des usagers des établissements pour personnes âgées. Je vais être brutal, parce que maintenant les psychiatres, ils sont plutôt de droite. Et qu'au fond, la question, c'est qu'ils sont du côté de l'ordre et de la norme. Et qu'au fond, la psychiatrie était posée sur une... quand elle a été sur un vent émancipateur, elle était portée par des gens qui étaient du côté de l'émancipation, c'est-à-dire qui étaient du côté de comment on peut créer des dispositifs qui s'adaptent aux personnes qu'on a à prendre en charge. Et pas comment les dispositifs demandent aux personnes de s'adapter. Précision, hein, la définition de la santé mentale dans le rapport Coutier, dans les instances gouvernementales, etc., c'est la santé mentale, c'est s'adapter à une situation à laquelle on ne peut rien changer. Donc, il ne faut pas s'adapter à une situation qui nous est présentée comme inchangeable. Alors, je crois qu'il y a ça comme fond. L'autre fond, c'est que, vous l'avez dit, il y a une possibilité de désertion beaucoup plus grande quand on est psychiatre. On peut s'en aller du service public. Je pense aussi que la question du sens du métier, on peut se raccrocher sur la psychiatrie, c'est les médicaments, on devient un très bon technicien dans un certain nombre de domaines. Mais si on prend à cœur une psychiatrie qui est au fond très plurielle, qui s'attache vraiment à faire avec la personne telle qu'elle est et pas telle qu'on voudrait qu'elle soit, alors à ce moment-là, ça nécessite forcément de penser politiquement nos dispositifs. Et penser politiquement, c'est pas être militant dans tel ou tel parti politique, c'est pas ça. C'est comment la société peut accueillir la grande souffrance, la folie, la grande différence, le handicap, tout ce que vous voulez, et pas juste comment le handicap, la maladie mentale, etc., doit s'adapter à la société. Je crois que ça, c'est peut-être que les psychiatres se sont résignés sur le fait qu'on peut aussi transformer la société et pas juste transformer les pratiques pour qu'elles s'adaptent à la société. Pierre-Michel Lorca, vous êtes également psychiatre. Donc, je l'ai dit, vous avez publié un livre qui s'appelle « La psychiatrie, l'état d'urgence ». Le titre est clair. Alors, de fait, vous vous mobilisez puisque vous dénoncez dans votre livre voilà, une situation critique. Quelle est votre explication à cette absence quand même du corps médical dans ces mobilisations ? Je ne suis pas tout à fait sûr qu'on puisse dire que les psychiatres soient de droite ou de gauche. En fait, en tout cas, ça résume peut-être les choses, mais en tout cas, ce n'est pas une perspective que je trouve assez féconde pour pouvoir discuter. Mais enfin, admettons que ce soit un élément, mais probablement, en tout cas, le corps médical dans son ensemble fonctionne d'une façon, mais qui est liée à l'organisation de la médecine. On sélectionne des gens individualistes, etc., etc. Et donc, en fait, il y a déjà ce phénomène-là. Premier élément. Deuxième élément, effectivement, l'organisation médicale des hôpitaux, on va parler des hôpitaux publics, favorise l'émiettement et la difficulté à se mobiliser collectivement parce que, en fait, je ne crois pas tellement que ce soit uniquement les opinions politiques des gens, je pense que c'est vraiment directement lié aux modalités d'organisation des hôpitaux et à leur évolution au cours on va dire, des 35 dernières années. Tous les hôpitaux, pas simplement les... Moi, je travaille dans un hôpital général avec un service de psychiatrie. Donc, en fait, c'est un dispositif particulier, mais qui met bien en évidence, en fait, la tension qui peut exister entre ce qu'on appelle la médecine chirurgie obstétrique et la psychiatrie. Mais globalement, l'hôpital en tant que tel a perdu, alors c'est intéressant, ça a perdu son caractère hospitalier à tous les sens du terme. Et en fait, c'est probablement un des éléments. Donc, pourquoi les psychiatres ne se mobilisent pas? Pourquoi les médecins ne se mobilisent pas? Il y a des crises médicales, on peut se poser la question et malheureusement, théoriquement, une profession dont l'objectif c'est
le soutien à autrui, la création du lien notamment, ça peut paraître surprenant. En même temps, historiquement, c'est pas tout à fait... c'est présent depuis fort longtemps, pour des raisons, effectivement, sur lesquelles on peut avoir des explications sociales. Et en fait, c'est marrant, parce que vous dites, pourquoi des psychiatres de renom? C'est quoi un psychiatre de renom? C'est l'image du mandarin qui va se mobiliser. C'est intéressant, c'est du poids, quel poids il a? Je veux dire, c'est quoi le poids, à l'heure actuelle, c'est quoi le poids d'un médecin de renom, par exemple? C'est intéressant parce que c'est la représentation qu'on a, alors qu'en fait la problématique est plus une problématique collective plutôt que... Alors bien sûr, le collectif est fait d'individualité, de leur capacité d'engagement individuel, mais en même temps, si on commence à raisonner en psychiatre de renom, pas de renom, de droite, de gauche, effectivement, on a déjà les explications à la question posée. Alors, vous êtes dans votre livre, vous rappelez dans votre livre les enjeux, c'est-à-dire à savoir qu'un Français sur 5 souffre de troubles psychiatriques et que manifestement le système actuel n'est pas à la hauteur de l'ampleur, enfin en tout cas des difficultés psychiatriques que peuvent vivre nos concitoyens. Mais vous semblez considérer que la solution, c'est pas non plus forcément de rajouter du personnel. Mais peut-être plutôt de changer de modèle. C'est d'ailleurs le point de vue d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui le dit à longueur de journée, c'est-à-dire l'hôpital en général et la psychiatrie en particulier ne souffrent pas d'un problème de moyens, mais elle souffre d'un problème d'organisation. Agnès Buzyn a dit la psychiatrie souffre d'un problème de démographie médicale. Quand on lui a dit que c'était un problème d'organisation, elle a dit c'est un problème de démographie médicale. Donc en fait, sa position... Le manque de psychiatres. Oui, effectivement, sa position est extrêmement fluctuante par rapport à ça, pour dire les choses. Et en fait, elle met de côté les problématiques d'organisation pour dire c'est purement un problème qui va être réglé par le numerus clausus. Chose dont je suis persuadé que ce ne sera pas, enfin, la modification du numerus clausus ne va pas avoir ce type d'effet. Il y a un problème d'organisation tout simplement à cause de ce qu'on évoquait, c'est-à-dire que en fait globalement dans la répartition, l'organisation, en fait il n'y a pas de tout le monde fait ce qu'il veut. C'est-à-dire, il n'y a pas d'unité dans la... Il y a simplement, je veux dire, les gens veulent aller travailler à tel endroit, les médecins font ce qu'ils veulent. Donc en fait, de toutes les façons, à partir du moment où vous pouvez rajouter ce que vous voulez, si les gens n'ont pas envie de rester à un endroit pour de multiples raisons, qui peuvent être liées aux conditions de travail, mais aussi à d'autres paramètres, qui sont que les gens habitent moins. Moi, je viens des régions, vous savez, la province. Et en fait, je connais assez bien la situation de la psychiatrie dans des zones qui ne sont pas l'Île-de-France, qui a un statut bien particulier en plus en termes d'organisation. Et en fait, malgré tout, il y a de moins en moins de gens qui vont s'installer, mais pas seulement des psychiatres, des médecins, etc., qui vont s'installer dans ce qu'on appelle des déserts médicaux. Mais en fait, il y a des gens qui habitent là. Il y a des personnes qui habitent là, qui ont des maladies, qui n'ont pas de maladies, etc. Et en fait, c'est un vrai problème. Donc on peut rajouter tant qu'on veut. Si on n'a pas de dispositif qui réfléchit à la façon d'organiser les choses, le résultat est, à mon avis, assez prévisible. Donc en fait, c'est pour ça que la problématique de l'organisation et de penser le système de soins est une problématique importante. Et que simplement la résumer, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des situations, parce qu'en fait, il y a un problème qui est quand même important. Il y a aussi des problèmes de... sans rentrer dans les aspects techniques, et les problèmes de la manière dont est financée la psychiatrie, avec une sorte d'enveloppe préalable. Dotation globale. En dotation globale, la dotation annuelle de financement, qui est différente de la tarification à l'activité. On sait que la tarification à l'activité est quelque chose qui produit des effets extrêmement délétères sur l'organisation. De l'autre côté, la dotation annuelle de financement, vous donnez de l'argent au départ à un établissement, et en fait, cet argent, de manière globale, n'a rien à voir avec l'activité qu'il a assumée. Pas la production, mais l'activité qu'il a assumée du fait de l'état de santé de la population. Et en fait, vous devez vous ajuster par rapport à ça. Et vous ajuster, ça veut dire faire des économies. Moi, j'étais toujours fasciné les premières fois où on m'expliquait que j'avais fait du bénéfice à la fin de l'année. Alors en fait, quand un directeur d'hôpital m'a expliqué ça pour la première fois, j'étais très intéressé parce que je lui dis, en fait, on nous donne de l'argent au début de l'année et à la fin, il en reste, je fais du bénéfice. Tout simplement, il y a une variable d'ajustement qui fait qu'on ne dépense pas l'ensemble de l'argent et que cet argent est utilisé d'une autre façon. Alors, dans un hôpital, il va dans d'autres services, d'autres modalités. Enfin, et donc, en fait, rien que ces problèmes-là sont des problèmes qui ont des conséquences immédiates. Donc, en fait, quand on entend la problématique des déficits des hôpitaux, en fait, il y a manifestement, quand on suit ça de près, des manières de compter qui sont variables. Les déficits augmentent, diminuent.
d'une façon extrêmement intéressante à suivre, mais en tout cas qui pose des problèmes de la façon dont on utilise ces moyens. Donc, à mon avis, quand même, il y a aussi une réflexion à avoir, parce que si on augmente une enveloppe, mais qu'on ne peut pas utiliser l'argent qui est dans cette enveloppe, je veux dire, le résultat, une fois de plus, est prévisible. Anne Ostrowski, est-ce que vous considérez-vous que c'est un problème d'enveloppe en ce qui concerne Pinel, ou est-ce qu'il y a des marges à trouver dans l'organisation, comme semble penser votre direction également? C'est ça, c'est effectivement ce que la direction nous a renvoyé, que c'était la direction avait le même discours que Madame Récom, notre directrice de l'ARS, que Madame Buzyn, où effectivement on tourne autour d'un problème d'organisation, un problème de formation. Nous, au niveau de la marge de manœuvre, ça devient extrêmement ténu. Là, aux dernières réunions, on a le directeur et la communauté médicale, la présidente de la CME, a axé le rôle de l'infirmier, que l'infirmier pourra avoir dans les modalités de création des fiches d'action, justement, qui sont des choses un peu organisationnelles et tout ça, tout en nous renvoyant juste derrière qu'effectivement, nous n'avions pas le niveau clinique pour pouvoir aussi faire ça. Donc, voilà, c'est extrêmement compliqué. Il y a des problèmes d'organisation, peut-être. Il y a aussi des gros problèmes de budget, effectivement, quand même. Quand vous dites budget, c'est-à-dire de manque de personnel ou de manque de personnel, effectivement, oui. Il n'y a pas assez de monde pour c'est une évidence. Patients accueillis. C'est une évidence, ouais. C'est le même constat chez vous. Est-ce que le discours de « il faut que vous fonctionniez différemment », il est entendable dans la situation qui est la vôtre au Havre? Je pense que tout peut être entendable. Après, encore faut-il avoir les moyens de faire autrement. C'est-à-dire qu'à moyen constant, aujourd'hui, comment on pourrait se réorganiser différemment? Aujourd'hui, voilà, pour vous donner un exemple, il y a 10 ans, pour un pavillon d'hospitalisation qui comptait environ 43 patients, il y avait environ 8 infirmiers, plus 4-5 aides-soignants. Donc, on arrive quand même à un chiffre intéressant. C'est conséquent. Hein? Aujourd'hui, pour 44 patients, pour ce même pavillon, on est descendu à un effectif limite maximum de 5 infirmiers et 1 aide-soignant. Donc, à un moment donné, on peut toujours essayer de penser à des choses. Au contraire, oui, pensons à des choses, innovons, essayons de faire du lien, essayons de... Mais quand bien même on reste à effectif constant, on a la corde au cou, si je puis dire. Et quand on perd tant de personnel, qu'est-ce qui disparaît? Pardon, excusez-moi. Quand on perd tant de personnel sur ce service-là, par exemple, qu'est-ce qui disparaît? Le travail de psychiatrie. Oui, l'humanité, juste, c'est ça. Quand on est en pavillon d'hospitalisation, alors pour nous, au Havre, voilà, on a un pavillon d'hospitalisation et dans ce pavillon, il y a différentes unités. Donc on a les unités protégées pour les patients qui sont en phase aiguë et qui ont besoin d'être protégés, contenus. On a les unités de vie pour les patients qui sont plus déficitaires. Et puis l'USR, l'unité de réinsertion, en fait. Et en fait, le travail qui ne se fait plus aujourd'hui, c'est justement ça, la réinsertion, la réhabilitation sociale. Moi, j'ai eu la chance de connaître, ça fait 12 ans que je travaille en psychiatrie, j'ai eu la chance de connaître ça, de pouvoir sortir avec le patient, de le réinsérer dans la société, d'aller faire un cinéma, de se retrouver au milieu d'autres personnes lambda. Voilà. Et donc de travailler ses craintes, de travailler ses peurs. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, on est une infirmière avec des clés qui ouvrent des portes. On prépare les traitements. On n'a même plus le temps de faire des entretiens paramédicaux. Ce qui aide quand même beaucoup les psychiatres dans leur suivi, parce que les psychiatres ne peuvent pas être là toute la journée, comme nous on peut l'être. Nous, on est là, en tant que paramédicaux, on est là H24. Donc c'est des choses, voilà, le travail, le lien, déjà, il devrait se faire ici, avant même de penser à une réorganisation, de faire du lien avec l'extérieur. Et ça, on ne peut plus le faire. Et c'est la mort de l'hôpital psychiatrique. Alors, des chiffres établissent qu'en 50 ans, la psychiatrie française a perdu à peu près 50% de ses lits d'hospitalisation, de ses lits d'hôpital. On pourrait se dire, comme ça, tant mieux.
C'est-à-dire, très bien si les patients sortent de l'hôpital, très bien si les patients sont traités ailleurs qu'à l'hôpital. D'une certaine manière, ça correspond Sauf aussi. si c'est dans les bois, dans la rue, où ils Voilà, disparaissent et qu'ils meurent. Ce que je veux dire, c'est que ça correspond sortie, aussi à une forme d'idéal qu'a défendu la psychiatrie française. Et j'espère qu'elle est aussi toujours sur l'idée que la psychiatrie se fait en ville, mais enfin, se fait au contact du reste du monde. Mais est-ce que ces chiffres-là, donc comment vous l'interprétez, et est-ce que vous êtes d'accord avec également la ministre quand elle dit qu'il faut favoriser l'ambulatoire. L'ambulatoire, pour la psychiatrie comme pour le reste de l'hôpital, c'est le fait d'être soigné en dehors de l'hôpital, dans des structures de jour. Il y a aussi le détail qui est que les structures de jour, type les centres médicaux, enfin les CMP, les centres médicaux psychologiques, sont manifestement débordés, notamment en pédopsychiatrie. Donc voilà, comment vous réagissez à ça ? Juste, je voudrais revenir. Pour moi, ce n'est pas du tout un problème d'organisation. C'est un problème de à partir de quoi on institue l'organisation des soins. Est-ce qu'on institue l'organisation des soins à partir d'une logique économique utilitariste ? C'est-à-dire que les patients vont avoir leur panier de soins, quelle que soit la personne qui va leur donner des soins, donc il va pouvoir rencontrer 15 personnes différentes à qui il devra raconter son histoire à chaque fois, ou est-ce que l'organisation des soins s'institue à partir d'un point de vue de qu'est-ce qu'ont besoin les gens pour aller mieux ? Et qu'est-ce qu'ont besoin les gens pour aller mieux ? Au fond, la question, la psychiatrie, elle s'est organisée autour du secteur. Mais c'était quoi les fondements du secteur ? C'était une organisation clinique. Le secteur, pour rappeler, c'est le découpage géodémographique. Mais ça, encore une fois, c'est au niveau de l'organisation, c'est comment on fait pour qu'une personne qui est dans une grande difficulté à créer du lien avec l'autre, elle puisse rencontrer le même psychiatre quand elle est hospitalisée, quand elle est au CMP, parce qu'il y a une relation de confiance qui va se faire, les mêmes infirmiers qui vont la rencontrer à l'hospitalisation quand elle ne va pas bien et puis qui vont continuer à la suivre sur les CMP, etc. C'est-à-dire que là, l'organisation s'institue à partir d'une continuité d'existence. C'est-à-dire, pour des gens qui sont fracturés dans l'existence, c'est pas mal d'avoir un peu de continuité. Donc, la question, c'est à partir de quoi se fait l'organisation ? Si l'organisation se fait à partir d'une logique économique, comme c'est le cas en ce moment, parce que c'est ça le grand truc, c'est-à-dire qu'on nous vend une réorganisation de la psychiatrie, mais qui est une réorganisation qui s'articule complètement à ce que moi j'appelle la logique néolibérale, c'est-à-dire on met un cadre dans lequel les individus vont être libres d'agir, mais en fonction de ce cadre. Surtout ne pas remettre en question ce cadre. Alors peut-être que là, on est dans un moment où il y a cette question de remise en question du cadre qui se fait à partir du sens du travail. C'est-à-dire que je crois que c'est ça le plus important. C'est les gens, là, n'en peuvent plus de ce qu'ils vivent dans leur travail, et les patients n'en peuvent plus de ce qu'ils vivent. Il faut dire, il y a de plus en plus de services fermés. Alors ça pourrait être un mot d'ordre pour les mouvements de grève, porte ouverte. Il y a de plus en plus de chambres d'isolement, de plus en plus de contention. On peut faire autrement. Dans le service, on ne met pas de contention, les portes sont ouvertes et on reçoit la même population, les mêmes patients sous contrainte, etc. que les autres. Ça nécessite quoi ? Ça nécessite de penser l'organisation cliniquement. Et je crois que ça, c'est absolument le boulot qui n'est plus fait. Et pour résoudre la question de l'attractivité de l'hôpital public, il faut résoudre la question du sens. Qu'est-ce qu'on fout à l'hôpital public ? Qu'est-ce qu'on fout en psychiatrie ? Et je crois que c'est ça, au fond, qui a été absolument délaissé sous, à mon avis, des idées où finalement on allait résoudre la question de la maladie mentale, de la folie, du handicap et tout ce que vous voulez, quand on aura découvert le gène qu'il faut, quand on aura découvert dans le cerveau comment ça se passe, etc. C'est assez marrant de dire que les innovations thérapeutiques en psychiatrie, quoi qu'on en dise, il y en a très peu, et les neuroleptiques, il n'y en a pas beaucoup de nouveaux, c'est toujours les mêmes trucs à peu près, ça fait 60 ans que c'est. Les vrais progrès qui ont été faits en psychiatrie sont des progrès dans comment on va créer une relation avec les gens et comment on va les accompagner à prendre leur autonomie à leur mesure. Et comment certains, d'ailleurs, vont pouvoir prendre leur autonomie en refusant absolument la psychiatrie et en partant de ces circuits et puis en fondant des choses vivantes, créatives, etc. Et je crois que la question, c'est celle du sens, la signification. Au fond, c'est un peu Castoriadis qui disait la signification imaginaire sociale et à partir de quoi on institue les choses. Je crois que c'est ce cadre-là et tout le reste en découle. L'organisation, à partir de quoi elle se fait. Pierre-Michel Lorca, est-ce que vous êtes vous aussi sensible à cette idée qu'il faut sortir les patients de l'hôpital et que donc du coup cela justifie le fait qu'on supprime des lits et qu'on demande à l'hôpital de se réorganiser ? Alors, sortir les patients de l'hôpital, enfin en tout cas,
Moi, le service dont j'ai la responsabilité à Clermont-Ferrand est un service de secteur où on reçoit des patients et qui est ouvert. On a simplement, pour 80 lits, c'est un gros service, 2 chambres d'isolement. Et en fait, on a aussi un dispositif ambulatoire où on fait un certain nombre de choses et on a un certain nombre d'activités. Bien évidemment, ce qui a été évoqué, ma réalité quotidienne, en tant que médecin, puisque je vois un certain nombre de patients très régulièrement, mais aussi en tant que responsable de service, c'est d'arriver à gérer effectivement ces réductions, ces difficultés qui sont de plus en plus importantes et qui justifient une mobilisation et lutter pour éviter cette sorte d'effritement qui paraît inéluctable. Donc ça, c'est le premier élément. Après, je suis absolument d'accord sur le fait que les choses reposent sur le sens qu'on leur donne et la manière dont on pense le soin. Après, je pense que les innovations, ce n'est pas que les médicaments, c'est beaucoup d'autres choses, bien évidemment, des innovations techniques en psychiatrie. La ministre a dit qu'il n'y avait pas de progrès technique en psychiatrie. Vous défendez, vous, l'idée de mettre le paquet, entre guillemets, sur la recherche en psychiatrie? Absolument, ça fait partie des choses, mais le paquet sur la recherche en psychiatrie, c'est intéressant de penser que c'est réducteur à l'idée du gène ou du médicament. La recherche en psychiatrie, c'est bien d'autres choses. La recherche qui permet de comprendre comment fonctionnent les mécanismes de recréation du lien, par exemple, sont des recherches intéressantes. Et la recherche, ça n'est pas purement de la recherche biologique, ça n'est pas de recherche dans le cadre des sciences sociales et humaines qui doivent se développer et qui sont des éléments extrêmement importants, qui sont fondateurs de la façon dont on peut justement redonner du sens. Et en fait, le fait de dire ça plutôt que ça, pour moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et je pense qu'il faut effectivement favoriser le développement de la recherche dans tous ces domaines. Une fois de plus, j'étais en train de dire ça, la ministre dit qu'il n'y a pas de progrès technique en psychiatrie. Je trouve ça extrêmement incroyable de pouvoir dire une chose pareille. Alors après, c'est peut-être le mot technique. Quels sont les progrès techniques qui ont été faits en psychiatrie? Peut-être vous allez pouvoir nous éclairer, et qui ont des applications cliniques concrètes, et qui durent plus que 6 semaines. Oui, bien sûr, mais là, vous parlez des médicaments, bien évidemment. Non, je parle de la remédiation cognitive, où on inclut les patients pour exemple, des temps assez courts. Enfin, les innovations thérapeutiques que, par exemple, que vous parlez, c'est quoi? Par exemple, des stratégies spécifiques de soutien en emploi. Le soutien en emploi, c'est quelque chose qui consiste justement à ne pas forcer un patient à faire quelque chose dans un contexte qu'on lui impose, mais simplement à l'aider, à le soutenir, à essayer de développer avec lui des éléments-là, pour lui permettre de penser la manière de sa relation au travail, si tant est qu'il a envie de penser sa relation au travail, et voir comment on peut lui donner un certain nombre d'outils pour gérer les interactions sur le milieu du travail, qui sont des interactions complexes, que ce soit des interactions purement sociales, je veux dire, le contrat de travail, c'est compliqué pour n'importe qui, ou que ce soit les modalités d'organisation. Et on peut obtenir des résultats, ça c'est des progrès techniques qui sont développés, qu'on met en œuvre, qui restent encore insuffisamment développés, et en fait qui sont une modification du modèle de l'atelier protégé, qui est un modèle extrêmement normatif, par exemple. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir développer ce type de modèle en travaillant avec Pôle emploi, Cap emploi, qui permettent justement d'utiliser les ressources de notre société et de modifier le contexte. Vous parlez de modifier la société, bien évidemment, on peut essayer de soutenir les individus pour modifier le contexte dans lequel ils se situent. Ça, j'appelle ça un progrès technique, parce qu'on peut l'appeler comme on veut. On peut trouver que technique, c'est un gros mot ou quoi que ce soit. Pour moi, ce n'est pas le cas. Je pense que c'est une modalité de soins qui est pensée, qui essaie de donner du sens à un certain nombre de choses. Je ne dis pas que tous les patients doivent travailler. Je pense que ce n'est vraiment pas de ça dont il s'agit. Mais en tout cas, la motivation qu'ils peuvent avoir à s'inscrire dans la société de cette façon-là, elle peut leur appartenir, c'est à eux d'évaluer ça. Et nous, on peut accompagner ça plutôt que de leur dire tiens, vous allez aller à l'atelier de protéger, parce que c'est l'endroit où vous pourrez faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, dans un contexte extrêmement normé, qui va vous inclure dans cette système de production. On n'est pas obligé de faire ça. On peut faire autre chose. Ça, c'est un progrès technique pour moi. Développons ça. Pourquoi dit-on ça n'existe pas? Je veux dire, il y a quelques endroits en France où on fait ça. Pourquoi on n'essaie pas d'identifier qu'est-ce qui fait? Il ne s'agit pas de faire une recherche non plus quantitative pour mesurer l'impact. Il s'agit aussi d'évaluer tous les aspects qualitatifs de ce que ça représente pour les individus, ce type de stratégie, de modalités qu'on a pensées et qu'on peut mettre en œuvre. Je veux dire, ça fait partie de ce qu'on peut promouvoir notamment. Jennifer Boudère, au Havre, quel est l'état, selon vous, de la psychiatrie en dehors de l'hôpital? Quels sont un peu l'état des forces de vos collègues?
Eh ben, en fait, elle est à l'image de l'intra-hospitalier. Pour ma part, je suis infirmière en extra-hospitalier. Donc, je fais partie des équipes ambulatoires. Mon travail, c'est de... on est un petit peu le dernier maillon de la chaîne, c'est-à-dire pour des patients qui se sont bien stabilisés, on les aide à rester à l'extérieur et au maximum ne pas revenir en hospitalisation trop rapidement. Donc moi, mon travail, c'est effectivement de créer le lien avec le patient et de prendre le temps, surtout. Chose qui ne peut plus se faire en hospice. Et donc, le lien de confiance qui est primordial, parce que je fais des visites à domicile, je travaille en CMP aussi, et puis alors CMP, Centre médico-psychologique, et donc en CATTP, donc c'est un lieu d'activité thérapeutique. Voilà. Est-ce que ces innovations dont parlait Pierre-Michel Lorca, elles existent? Est-ce que cette capacité d'innovation, elle existe dans le territoire où vous travaillez? Alors, moi, je dirais que forcément que ça existe, puisque en tant que professionnel, je pense que c'est la base de partir des capacités des patients et de ce qu'ils ont envie de faire pour avancer avec eux. Jamais je ne pourrais, moi, en tant que professionnel, diriger un patient sur quelque chose alors que je n'ai pas évalué ses capacités à le faire ou surtout son envie. Et donc voilà. Donc, quand je dis que les extra-hospitaliers ou les hôpitaux de jour sont à l'image de l'intra, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme vous disiez tout à l'heure, Mathieu, c'est que les patients sortent très rapidement aujourd'hui. On ne prend plus le temps de les hospitaliser le temps qu'il faut, parce que ça se bouscule au portillon, comme on dit chez nous. C'est-à-dire que forcément, il faut être conscient que d'avoir des urgences, donc nous, ça s'appelle UAC, Unité d'accueil et de crise, d'avoir des urgences qui ne sont pas adaptées aujourd'hui à la demande de soins, fait que forcément les patients doivent vite aller en pavillon d'hospitalisation, sauf que c'est un cercle vicieux. Donc, ils arrivent vite en hospitalisation, la crise aiguë est traitée, le patient n'est pas stabilisé mais il va sortir, donc soit en hôpital de jour, soit en extra-hospitalier. Donc nous, on pallie à ça. Et comme le travail de réhabilitation et de réinsertion sociale n'est pas amorcé pendant l'hospitalisation, nous, ça décuple du coup notre travail et malheureusement, pour beaucoup d'hôpitaux de jour ou d'extra-hospitaliers, le patient ne reste que peu à l'extérieur, puisqu'à partir du moment où le patient n'est pas stabilisé, il va repartir à l'hôpital. Forcément. Vous l'avez évoqué un peu tout à l'heure, mais beaucoup de soignants disent désormais leur honte à finalement mal soigner. Un des signaux les plus frappants de ça, notamment pour le grand public, c'est l'augmentation des niveaux de contention, d'isolement et d'hospitalisation sous contrainte, qui sont par ailleurs des pratiques qui sont justifiées d'un point de vue thérapeutique dans un certain nombre de situations, mais évidemment bornées et par le droit et par la pratique médicale. On va écouter sur cette question Adeline Hazan, qui est contrôleuse des lieux de privation de liberté et qui est venue sur notre plateau il y a quelques mois nous parler de cette augmentation qu'elle jugeait inquiétante. Il y a, par rapport à il y a un certain nombre d'années, de plus en plus de placements d'hospitalisation sans consentement, qui est le nouveau nom de l'internement d'office, et qu'il y a à la fois plus d'hospitalisation sans consentement, et à l'intérieur de ces hospitalisations sans consentement, il y a plus de mesures d'isolement et de contention, qui sont elles-mêmes une contrainte dans une hospitalisation déjà contrainte. Et ça, justement, moi, depuis que j'exerce ces fonctions, j'essaye, en regardant, en discutant avec les professionnels, de comprendre pourquoi. Et on n'a pas véritablement d'explication suffisante. Certains parlent du manque d'effectifs, ça joue évidemment. Certains parlent des traitements qui sont plus légers et que donc il y a plus d'agitation de la part des patients. D'autres parlent de culture d'établissement, et ça c'est vrai pour l'isolement et la contention, c'est aussi souvent une culture d'établissement. En tout cas, c'est une réalité qu'il y a beaucoup plus d'hospitalisation sans consentement. Dans certains établissements dans lesquels nous allons, c'est souvent autour de 40 ou 50% qui sont hospitalisés sans leur consentement. C'est beaucoup, c'est trop.
Alors, quelle est votre réponse à cette question d'Adeline Hazan? Pourquoi y a-t-il plus d'hospitalisation sous contrainte, plus de contention, plus d'isolement à Amiens, Anne Ostrovsky? Est-ce que c'est le cas et comment vous l'expliquez? Alors c'est très clairement le cas, mais le cas est effectivement très clair de par la suroccupation, de par le manque chronique de médecins, de par le manque chronique de personnel paramédical ou éducatif et sociaux. Vous arrivez à une promiscuité. Nous, sur Amiens, on a ce ne sont pas des services je dirais, à thème de pathologie ou à thème de séjour. Voilà, nous avons des pavillons d'entrée, des pavillons de longue évolution et d'autres types de pavillons. Quand vous vous retrouvez effectivement simplement 2 infirmiers, sans que le médecin ne soit présent de la journée, à gérer une population de 22 à 26 patients, vous avez forcément des gestions de crise à devoir gérer aussi. C'est l'agitation dont on parlait. L'agitation, effectivement. Vous avez un patient qui vient pour une dépression, pour un burn-out, qui va être dans la même chambre, qui de base était double, mais qui devient une chambre triple, avec un jeune patient schizophrène en pleine décompensation et une personne âgée qui entre dans la démence. Forcément, c'est des situations qui sont extrêmement anxiogènes et qui créent des états d'agitation aussi. Comment, du coup, je parlais de honte tout à l'heure, parce que je sais que c'est un mot qui a été employé quand je suis allée en reportage à Amiens. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez et comment vous l'expliquez? Cette honte, elle est quotidienne. Très, très, très clairement. Je pense que, en tout cas pour tous mes collègues de Pinal, à partir du moment où on passe l'enceinte de ce si bel hôpital que vous avez pu visiter, on commence à avoir honte, on commence à stresser, on commence à se poser la question de déjà, est-ce qu'on va repartir chez nous entièrement? Est-ce que notre collègue ne va pas être mis en danger X fois dans la journée? Est-ce qu'on ne va pas avoir un patient qui va passer à l'acte sur lui ou sur autrui? La honte, elle est présente tout le temps, le stress, il est présent tout le temps. Et là, ce qui fait que je pense aussi qu'il y ait tant d'hôpitaux et tant de personnel paramède qui montent un peu au créneau là sur les derniers temps, c'est que je crois qu'on en a tous, excusez-moi, mais ras-le-bol de reprendre notre voiture avec des envies de pleurer le soir, quoi. On fait un métier vers l'humain. La psychiatrie, c'est une... Moi, j'adore ma spécialité, je la trouve extrêmement noble. On est dans la discussion, notre job, c'est la communication, c'est faire que l'autre aille mieux. Et ça, vous ne pouvez pas le faire. On est même au-delà de la honte, on est dans la... c'est terrible. Mathieu Bellassem, est-ce que c'est quelque chose, vous disiez tout à l'heure que dans votre service, vous étiez sur des taux plutôt bas, si je comprends bien. Comment vous expliquez ça? Est-ce qu'il y a des méthodes pour l'empêcher? Est-ce que c'est, encore une fois, une question de moyens, de personnel, ou est-ce que c'est aussi un état d'esprit, une culture d'établissement, peut-être? Il y a plusieurs choses. La première chose, la question de qu'est-ce qui part en premier quand il y a moins de personnel. Là, c'est le cas en ce moment dans le service. Il y a 2 aides-soignants, 2 infirmières, alors que nos effectifs, ça c'est nos effectifs minimums, nos effectifs habituels, c'est 6-7. Bon. Qu'est-ce qui saute en premier? Les activités thérapeutiques. Qu'est-ce qui saute en deuxième? Les réunions soignants-soignés, c'est-à-dire les espaces de régulation de la vie quotidienne pour l'ensemble des patients. Et par exemple, un patient qui vient d'arriver, qui est vachement stressé d'arriver à l'hôpital parce que c'est pas amusant d'arriver à l'hôpital, s'il arrive dans cette réunion, que c'est plutôt chaleureux, qu'on déconne, que voilà, c'est sympa, et puis qu'on peut parler des choses concrètes. Il y a un gars qui peut dire moi j'étais en isolement, vous me faites chier, le psychiatre, et puis là l'infirmier m'a mal parlé, ouais bon on fait ce qu'on peut, oui bon d'accord, je comprends. Si on arrive à ce qu'il y ait des zones de régulation, de parole, de toute façon l'ambiance va s'apaiser, ça va se calmer. Ça c'est la première chose, c'est-à-dire comment on traite l'ambiance. Enfin, ça, c'est vraiment le mot-clé, on peut dire, de la psychothérapie institutionnelle. C'est traiter l'ambiance. Parce que quand les patients s'agitent, c'est pas parce que c'est la maladie mentale qui crée de l'agressivité. C'est l'organisation elle-même qui va générer de l'agressivité sur lequel ça vient impacter encore plus l'angoisse de la personne. C'est-à-dire qu'en général, des patients qui pètent les plombs ou qui se suicident, etc., ils nous renvoient d'une façon ou d'une autre quelque chose de notre fonctionnement. Et je crois que la honte, elle vient de là. Parce que quand on travaille en psychiatrie, on sait que les patients vont nous adresser des trucs, que le travail, c'est d'en faire quelque chose d'autre, qu'on va leur renvoyer, et puis que le lien va se créer à partir de là.
Et qu'au fond, quand on ne peut plus faire ce travail, au fond, d'aller-retour permanent et de construction permanente de la relation, c'est là où il y a de la honte, parce que non seulement on ne s'y retrouve plus, que non seulement, après, on va de plus en plus vers la naturalisation des troubles du comportement, par exemple. Ah bah ce patient-là, oh, il est impulsif, il est intolérant à la frustration, etc. Alors qu'on ne nous dit pas qu'il y a une demi-heure, il est venu toquer à la porte du bureau infirmier pour demander une cigarette, et puis on lui a dit bah j'arrive, et puis la personne n'est pas arrivée parce qu'elle a été prise par 15 urgences. Et puis il revient en disant bon alors je peux avoir ma clope, bah oui mais on arrive. Et puis à la 4e, 5e, 10e, 15e fois, parce qu'ils sont bien élevés nos patients, 100e fois, il pète les plombs en disant là vous faites chier. Alors soit il arrive à le dire et on dit oh, il fait chier, là, il est quand même c'est pas bien. Soit il pète les plombs. Et alors comme aussi on a du mal à faire avec la spécificité de la psychiatrie, parce que c'est faux de dire que la maladie mentale c'est une maladie comme les autres. C'est faux, c'est dit partout, sauf que dire la maladie mentale c'est une maladie comme les autres, c'est dire les malades mentaux sont des malades comme les autres, donc ils doivent être rationnels et se comporter comme les malades qui ont un cancer, un diabète, etc. Et donc les soignants n'arrivent plus à comprendre la spécificité de l'adresse qu'on peut avoir, comment on peut se positionner par rapport au patient, comment on peut lui parler, qu'un mec qui nous insulte, bah, il nous insulte, oui, il va pas bien, bah, on va pas lui dire on va porter plainte contre vous parce que vous n'avez pas bien respecté le fonctionnaire que je suis. Non, on va entendre que bah, il se plaint et puis on va essayer d'en faire autre chose. Et je crois qu'il y a une sorte de déculturation qui s'est faite dans les lieux de soins, dans la psychiatrie en général, parce que les gens sont probablement accrochés à des modèles, à certaines nouveautés, etc., peut-être, mais en tout cas, ils ont oublié le fait que tisser un lien, ça prend du temps. Et le virage ambulatoire dont vous parliez, c'est quand même une foutaise totale. 80-90% des patients sont déjà suivis sur l'ambulatoire et il y a peu de patients qui sont en fait hospitalisés. Je vous rappelle quand même, il y a 2,5 millions de personnes qui sont suivies de peu ou prou dans les dispositifs psy. Ça veut dire qu'il y a à peu près 10 millions de Français là qui sont à peu près suivis. Mais on parle, là, on est entre professionnels, très bien, sauf qu'ils n'ont pas la parole. Voyez, et je pense que s'ils avaient la parole, peut-être, qu'ils diraient et qu'ils pourraient témoigner du fait on ne nous parle plus comme avant. On n'est plus avec nous comme avant. Et comme avant, il y avait des saloperies aussi avant. Hein. C'est pas la question d'idéaliser ce truc-là. C'est au fond de penser que la personne qu'on a en face est une personne, que ces troubles proviennent de l'existence et des questions existentielles qu'elle se pose de peu ou de prou. Enfin, après, il y a des bases de vulnérabilité, de tout ce que vous voulez, mais n'empêche qu'à chaque fois, c'est une histoire qui se raconte et c'est une histoire qui se travaille. Et si on ne pense pas l'histoire et le milieu dans lequel est la personne, le milieu au sens large, ses proches, sa famille, il faut bosser avec tous ces gens-là. Parce que comment vous voulez que les patients ils sortent de l'hôpital si on n'a pas fait un travail préalable avec tout le monde? Et en plus, la dernière chose, et après je m'arrêterai là, c'est que la question de quand on ne traite pas l'aigu en psychiatrie, il se transforme en urgence. C'est quoi traiter l'aigu? Quand quelqu'un se renferme chez lui, eh ben, on n'attend pas qu'il se renferme pendant 4 mois et puis on va faire une visite à domicile, on toque à la porte. Mais qui dit visite à domicile, c'est qu'il faut qu'il y ait assez de monde au CMP pour que le CMP tourne, et puis etc., etc. Et si le mec arrive enfin à ouvrir sa porte, alors à ce moment-là, on va lui dire bah, revenez, puis revenez peut-être discuter avec nous, prendre un traitement, etc. Et là, on va éviter une hospitalisation. Et hospitalisation qui se sera traduit par le gars enfermé chez lui, on appelle les pompiers, la police parce qu'on n'arrive pas à ouvrir, etc. Et hop, hospitalisé sous contrainte. Et la contrainte, au fond, c'est un symptôme du fait que la psychiatrie ne fait plus son boulot, pas parce qu'elle ne veut plus le faire, il y a peut-être une partie de ça, mais en tout cas parce qu'elle n'a plus les capacités de les faire au niveau de sa pensée et de sa pratique, quoi. Je crois que c'est ça. En fait, il faut revenir vraiment sur le fondement des pratiques. C'est-à-dire, plutôt que des modèles, c'est penser comment, au niveau local, les gens s'auto-organisent pour essayer de penser de quoi ils ont besoin, parce que dans une région rurale, ce n'est pas la même chose que dans une région urbaine, etc. Et comment, à partir de ça, on va travailler. Mais je ne pense pas qu'il puisse y avoir de modèles imposés, unifiés, etc., sans qu'il y ait une sorte d'arbitraire qui est, bon, ben voilà, ça c'est les bonnes pratiques, c'est les mauvaises pratiques. Les gens se démerdent à partir de là où ils sont et à partir de ce qui leur parle en termes de pratique. Et je crois qu'il ne faut pas homogénéiser en psychiatrie, parce que plus il y a d'hétérogènes et plus il peut y avoir de rencontres. Alors,
Est-ce que je peux vous demander la même question qu'aux autres invités? Quelle est votre réponse à cette question posée par Adeline Hazan sur les montées des contentions et de l'isolement et de l'hospitalisation? C'est une constatation qu'on fait tous dans la pratique. Alors, il a été évoqué la manière de travailler, et je pense que c'est un élément qui vient d'être évoqué, et puis les conditions dans lesquelles est le sens du travail. Après, il y a effectivement des modifications de la société, de la manière dont elle interpelle la psychiatrie par rapport à la contention. Et en fait, il faut aussi penser, il y a quand même, malgré tout, on a le sentiment qu'il y a quand même beaucoup moins d'acceptation par rapport à un certain nombre de choses. Et effectivement, on utilise ces stratégies de contention et surtout d'hospitalisation sans contrainte, d'un phénomène de régulation par rapport à des situations sociales difficiles. Et en fait, on est quand même confronté régulièrement à ça. Après, il y a un élément que je voulais évoquer. Moi, je pense que la psychiatrie, c'est le parangon de la médecine. Je ne suis pas du tout d'accord quand on dit les diabétiques, il n'y a pas de problème, etc. Et tous les diabétiques, moi, je connais beaucoup de diabétiques pour tout un tas de raisons, ils font ce qu'ils veulent. Et ils ont bien raison. Et en fait, ils ne sont pas des bons diabétiques ou des mauvais diabétiques. La psychiatrie, elle est exemplaire, le parangon, c'est le terme approprié, de ce que devrait être la médecine. Effectivement, c'est-à-dire l'importance du lien, l'importance de l'interaction, et je pense que c'est valable pour toute la dimension de la médecine au sens large. Et je pense qu'on fait comme si la médecine, il n'y a pas de problème avec ça, c'est pas vrai. Les patients, n'importe quelle discipline médicale, sont des sujets, d'abord, et avec lesquels les médecins doivent être en interaction. Et les psychiatres, justement, ont beaucoup à apporter à l'ensemble de la médecine, mais en retour, on peut penser qu'on peut apporter beaucoup à l'ensemble de la médecine et à la pratique médicale. Et je pense que c'est vraiment insuffisamment proposé. Et d'un autre côté, on peut aussi réfléchir à la façon dont les médecins, médecine, chirurgie obstétrique, moi je suis médecin, donc en tout cas les gens qui ont une pratique dans des disciplines médicales, parce qu'on fait comme si ce n'était pas la même chose, en fait les médecins pratiquent et homogénisent leur pratique, par exemple. Pourquoi pas? Enfin, je veux dire, c'est des questions qui peuvent se poser. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment... Moi, je suis d'accord, la psychiatrie, c'est absolument la problématique de la capacité à nouer des liens avec autrui. Mais la médecine, c'est ça. Soigner quelqu'un au long cours, c'est ça. C'est vraiment l'élément central. Donc en fait, pourquoi la psychiatrie sera à part de ça? Pas du tout. Elle a plus travaillé là-dessus. Elle a plus besoin de ça, mais elle est simplement ce qui peut être en avant par rapport à la pratique médicale. Et je pense qu'il faut le revendiquer de cette façon-là, et pas du tout dans quelque chose, nous restons dans quelque chose qui est à part, nous sommes à part. Vous êtes tosquayésien, parce que Tosquayès disait « La médecine est une spécialité de la psychiatrie ». Vous êtes François Tosquayès. Je l'ai connu lors de mon internat, oui, parce que je suis vieux, je l'ai connu autrefois. C'est une question qu'on posera peut-être une autre fois. Est-ce que la psychiatrie est une spécialité de la médecine ou est-ce que effectivement la psychiatrie est l'avant-garde de la médecine? C'est le parangon. C'est pas l'avant-garde, les avant-gardes on peut discuter, mais c'est le parangon de la médecine. On va terminer avec vous, Anne Ostrovsky. Vous nous avez donné tout à l'heure des nouvelles de votre mobilisation et des suites possibles au Havre. Le collectif dont vous faites partie n'a pas, pour l'instant, levé le camp. Vous êtes toujours devant l'hôpital. Depuis maintenant 113 jours. Hein. Et puis 84 nuits. 84 nuits. J'étais à 82, mais 2 supplémentaires. Juste pour être au plus près donc, de votre mobilisation, est-ce que vous allez rester encore écoutez, devant l'hôpital? On a eu un rendez-vous mardi, ce mardi ici, avec la direction, la CME, les différents syndicats présents, présents, et puis le comité Pinel en lutte avec les soignants non syndiqués, qui ont été pour la première fois reçus et entendus par la communauté hospitalière. Ça a été effectivement une fin de non-recevoir. On nous a redit qu'il y avait des problèmes d'organisation, qu'il n'y aurait pas de budget en plus, que nous n'aurions à peu près rien de nos revendications. Par contre, nous sommes invités quand même au niveau de l'intersyndicale vendredi, donc dans 2 jours, à entrer en négociation. Alors, on verra et on suivra ça sur Mediapart au moins. C'est ça. Après, on a fort peur d'une entrée en négociation comme nos collègues du Havre ont eu et comme de promesses, et de promesses et puis de faire taire les gens. Voilà, et qu'au final, ce soit une petite peau de chagrin pour nous faire taire avant qu'on doive se remobiliser comme eux-mêmes, quoi.
En tout cas, merci d'être venu. Merci pour vos éclairages et vos témoignages. C'est la fin de ce Mediapart Live. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à Mediapart à partir de 1 €, mais surtout que tous nos lives sont en accès libre gratuitement tous les mercredis soirs sur mediapart.fr. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et la semaine prochaine, on recevra pour un grand entretien l'ancienne ministre Aurélie Filippetti. Bonsoir et à bientôt sur Mediapart.